Bonjour, je m'appelle Samson Chandler. J'ai 31 ans, je vis à New York et je travaille comme militant social, un travail que j'aime, bien qu'il ne rapporte jamais beaucoup d'argent. Les gens disent souvent que j'ai un regard mélancolique, comme si je portais une histoire non racontée. Peut-être ont-ils raison. Mon histoire a commencé dans mon enfance, dans une famille riche mais froide où je n'ai jamais vraiment eu ma place. J'ai grandi dans le manoir des Chandler, une somptueuse propriété au cœur de New York avec ses murs de marbre glaçant et ses couloirs sans fin. Mon père, Theodore Chandler, était un magnate de l'immobilier notoire, un homme dont le seul nom inspirait l'admiration ou la peur. Il était grand, avec une voix retentissante, mais ses yeux étaient toujours fixés sur les chiffres, les contrats et les gratte-ciel. Pour lui, la famille n'était qu'une petite pièce du grand puzzle de sa carrière. Moi, son fils aîné, je n'ai jamais trouvé ma place au centre de ce puzzle. Je me souviens encore des matins au manoir où la lumière du soleil filtrait à travers de coûteux rideaux de soie, illuminant une longue table à manger ornée d'argenterie. Mais la chaleur du soleil ne pouvait jamais dégeler la froideur de cette pièce. Mon père était assis en bout de table, feuilletant des journaux financiers, me jetant parfois un regard indifférent. « Mange ton petit déjeuner, Samson, disait-il, la voix dépourvue d'émotion, comme si j'étais juste un autre point sur sa liste de choses à faire. Quand j'avais 5 ans, tout a changé pour toujours. Mon père s'est remarié avec Victoria, une femme à l'esprit vif issue d'une famille aisée. Avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et ses lèvres pincées, Victoria a fait irruption dans nos vies comme un ouragan. Elle a rapidement pris le contrôle de la maison, transformant le manoir des Chandler en son propre domaine. Pour elle, je n'étais pas le fils de Théodore, mais un obstacle, une relique d'un passé qu'elle voulait effacer. Je le sentais dans chaque regard froid, chaque remarque acerbe qu'elle m'adressait. Victoria et mon père ont eu 2 enfants, Damien, 6 ans plus jeune que moi, et Chloé, 8 ans plus jeune. Damien était un garçon arrogant et gâté qui se croyait l'héritier légitime de l'empire Chandler. Il avait les yeux de mon père, mais au lieu d'un détachement froid, le regard de Damien était rempli de suffisance. Chloé, quant à elle, était étouffée par la surprotection de sa mère. Elle a grandi choyée, se joignant toujours à son frère pour se moquer de moi. « Samson, pourquoi es-tu toujours si silencieux ? Personne ne veut jouer avec toi, » gloussait Chloé, sa voix douce mais empreinte de malice, tandis que Damien se tenait à côté d'elle, les bras croisés, un sourire narquois triomphant. Je vivais dans ce manoir, mais je me sentais comme un invité non désiré. Les fêtes somptueuses, les réunions de famille, n'étaient jamais pour moi. Je m'asseyais souvent seul dans ma spacieuse chambre à l'étage, regardant le jardin méticuleusement entretenu, me demandant pourquoi j'étais là. Les rares fois où mon père était à la maison, j'essayais de me connecter avec lui, mais il était toujours occupé, toujours distrait par un appel téléphonique ou une réunion plus importante. « Ne me dérange pas, Samson, » disait-il sèchement, et je me retirais en silence, portant une nouvelle blessure dans mon cœur. La question la plus douloureuse concernait ma mère biologique. Personne dans la famille ne parlait d'elle, comme si elle n'avait jamais existé. Je savais seulement qu'elle était partie quand j'étais très jeune, mais la raison restait un mystère. Chaque fois que je demandais à mon père qui était ma mère, il me criait dessus. « Ne pose pas de questions inutiles, » hurlait-il, les yeux flamboyants de colère. Une fois, alors que j'insistais, il a frappé la table de sa main, me faisant sursauter. « Assez, Samson. Tu n'as pas besoin de savoir. » À partir de ce moment, j'ai enfoui la question au plus profond de moi, mais elle a suppuré comme une blessure non guérie. J'ai grandi dans la solitude, affamé d'affection. Victoria choyait Damien et Chloé, les comblant de câlins, d'éloges et de cadeaux que je n'ai jamais reçus. « Damien, tu reprendras un jour l'entreprise de ton père, » disait-elle en lui caressant les cheveux pendant que j'étais assis au coin de la table, mangeant tranquillement mon dîner. Chloé recevait des robes éblouissantes, des leçons de ballet et était traitée comme une princesse. Et moi, j'étais une ombre dans cette maison, une existence qu'ils ignoraient délibérément. Mais je n'ai pas craqué. J'ai appris à être indépendant très tôt. À l'école, je me suis jeté dans les études, non pas pour plaire à mon père, mais pour prouver que je n'avais besoin de la pitié de personne. J'ai obtenu une bourse pour l'université, choisissant d'étudier le travail social, un domaine que mon père jugeait inutile et indigne du nom des Chandler. « Qu'est-ce que tu vas faire avec cette carrière ? » « Un travail social, a-t-il demandé un jour, la voix dégoulinant de sarcasme. Je n'ai pas répondu, j'ai juste baissé la tête. Mais à l'intérieur, j'étais résolu.
Je vivrai ma propre vie, sans dépendre de personne. À 21 ans, j'ai quitté le manoir des Chandler et j'ai loué un petit appartement à Brooklyn. Il était exigu, avec des murs qui s'écaillaient et une odeur de moisi persistante. Mais pour la première fois, je me sentais libre. Je travaillais à temps partiel, je poursuivais mes études et je commençais mon parcours de militant social. J'aidais les sans-abri, les orphelins et ceux en qui je me reconnaissais, des gens oubliés par le monde. Le travail ne payait pas beaucoup, mais il me donnait un but, quelque chose que je n'avais jamais trouvé au manoir des Chandler. Ma vie a continué, calme, mais pas entièrement paisible. Je suis resté en contact avec mon père, mais seulement par de brefs appels ou des visites de vacances maladroites. Il ne m'a jamais posé de questions sur mon travail, et je ne m'attendais pas à ce qu'il comprenne. Victoria, Damien et Chloé ont pratiquement coupé les ponts, sauf quand ils voulaient se vanter de leur richesse ou de leurs vacances extravagantes. Je ne leur en voulais pas, mais chaque fois que j'entendais le rire de Chloé ou les remarques arrogantes de Damien au téléphone, mon cœur se serrait, comme si une vieille blessure avait été rouverte. Puis un jour, tout s'est effondré. J'ai reçu un appel de l'hôpital un après-midi froid et pluvieux. La voix à l'autre bout du fil tremblait. Monsieur Théodore Chandler est décédé d'une crise cardiaque à son bureau. Je suis resté figé, le téléphone glissant de ma main et tombant bruyamment sur le sol. Mon père, l'homme invincible que je craignais et que je détestais à la fois, était parti. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que je ne souffrais pas, mais parce que je ne savais pas quoi ressentir. Tout ce que je pouvais penser, c'était « il est parti ». Et je ne l'ai jamais vraiment connu. Les funérailles de mon père étaient aussi extravagantes que le style de la famille Chandler. Des personnalités puissantes du monde des affaires remplissaient la salle, des fleurs coûteuses s'entassaient, et Victoria se tenait là, des larmes coulant sur son visage parfait. Damien et Chloé, bien qu'essayant de rester calmes, ne pouvaient cacher le malaise dans leurs yeux. Et moi, je me tenais dans un coin, silencieux comme un étranger aux funérailles de mon propre père. La mort de mon père a marqué la fin de son âge d'or. Mais elle a aussi ouvert un nouveau chapitre amer. Je ne savais pas que quelques jours plus tard, je serais plongé dans une bataille d'héritage où, une fois de plus, je serais mis sur la touche. Au fond de moi, je m'accrochais à un espoir naïf que mon père, aussi froid soit-il, me considérait toujours comme son fils. Mais j'avais tort. Le jour de la lecture du testament, je me suis tenu devant le miroir de mon petit appartement de Brooklyn, ajustant le col effiloché de ma chemise. Je ne possédais pas les costumes coûteux que Damien portait ni les chaussures vernies que mon père avait préférées. Tout ce que j'avais, c'était moi-même et un faible espoir qu'aujourd'hui mon père me laisserait quelque chose. Pas de l'argent, mais un signe, une confirmation que j'étais toujours son fils, même si pendant 31 ans je ne l'avais jamais vraiment ressenti. Le bureau de l'avocat était au cœur de Manhattan, dans un immeuble de verre étincelant où tout exsudait le pouvoir et la richesse. En entrant, le froid de la climatisation m'a frappé le visage, se mêlant à l'odeur de parfum cher et de bois poli. La famille Chandler était déjà réunie. Victoria était assise en bout de table, posée comme une reine, vêtue d'un noir impeccable, mais toujours radieuse comme si elle sortait d'un gala. Damien, dans un costume parfaitement taillé, était assis à côté de sa mère, son regard glissant sur moi comme si j'étais un serveur qui s'était égaré. Chloé, dans une robe de soie grise, jouait avec son téléphone, sa bouche au rouge à lèvres rouges se retroussant légèrement quand elle m'a regardé. J'ai pris une place à l'autre bout de la table, aussi loin que possible, silencieux comme un fantôme. Personne ne m'a salué. Personne ne m'a regardé plus d'une seconde fugace. L'avocat, Monsieur Paris, un homme mince aux lunettes cerclées d'or, est entré avec une épaisse pile de documents. Il s'est éclairci la gorge, a ajusté le microphone sur la table et a commencé à lire le testament d'un ton monotone, comme si ce n'était qu'une formalité fastidieuse. Mais pour moi, chaque mot qu'il prononçait était un poignard, bien que je ne sache pas encore à quel point ils allaient couper. Monsieur Théodore Chandler, avant son décès, a légué la totalité de ses parts dans Chandler Enterprises, y compris tous les actifs connexes, à Madame Victoria Chandler. Monsieur Harris a fait une pause, regardant Victoria. Elle a esquissé un léger sourire, ses mains fermement jointes sur la table comme si elle savait que cela allait arriver. Damien a souri narquoisement, ses yeux brillants de satisfaction suffisante. Chloé a cessé de jouer avec son téléphone, a levé les yeux et a affiché un sourire radieux. J'étais assis là, le cœur battant à tout rompre. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Je n'avais jamais rêvé de gratte-ciel ou de compte en banque de plusieurs millions de dollars. Mais j'espérais,
même si ce n'était qu'un petit souvenir, un jeton, n'importe quoi pour montrer que mon père avait pensé à moi, que je n'étais pas seulement une erreur dans sa vie. Monsieur Harris a continué, le manoir de Manhattan, le yacht Serenity, la collection de voitures et d'autres actifs aux États-Unis et à l'étranger seront transférés à Madame Victoria Chandler, ainsi que la garde et la gestion des actifs pour ses 2 enfants, Damian Chandler et Chloé Chandler, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge d'hériter. La pièce était silencieuse, mais je pouvais sentir le triomphe silencieux. Damian a tapoté légèrement la table comme pour célébrer. Chloé s'est penchée vers sa mère, lui chuchotant quelque chose, et elles ont toutes les deux gloussé. J'ai baissé la tête, essayant de garder ma respiration stable. Le testament ne m'a pas encore mentionné, ai-je pensé. Il doit y avoir quelque chose, sûrement. Finalement, M. Harris m'a regardé, ses yeux dépourvus d'émotion. Quant à Samson Chandler, il a fait une pause, tournant une page comme pour vérifier. Mon cœur a semblé s'arrêter. La pièce s'est tournée vers moi, non pas avec inquiétude, mais avec curiosité, comme si elle attendait le point culminant d'une pièce de théâtre. Monsieur Theodore Chandler a laissé à Samson Chandler une enveloppe actuellement conservée dans ce bureau, a dit Monsieur Harris, la voix toujours plate. Il a tendu la main sous la table et a sorti une vieille enveloppe brune scellée à la cire rouge. Un assistant s'est avancé et l'a placée devant moi. L'enveloppe était fine, banale, mais elle me semblait lourde dans mes mains, comme si elle contenait tout mon destin. Je l'ai fixée, n'osant pas l'ouvrir immédiatement. Victoria a incliné la tête, son regard glacial, mais ses lèvres se retroussant en un sourire énigmatique. Damian a croisé les bras, me regardant avec amusement comme si j'étais un animal piégé. Chloé a couvert sa bouche, étouffant un rire. « Ouvre-la, Samson », a-t-elle dit, sa voix douce mais dégoulinant de moquerie. Je parie que c'est quelque chose de vraiment spécial. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'empêcher mes mains de trembler. J'ai déchiré l'enveloppe lentement, comme pour retarder le moment, bien que je sache que cela n'apporterait rien de bon. À l'intérieur se trouvait un billet d'avion aller simple pour Paris, un bout de papier avec une adresse écrite de l'écriture ferme de mon père, et une vieille photographie jaunie. J'ai pris la photo, mon cœur se serrant. Elle montrait une femme belle et élégante aux yeux profonds et mélancoliques et au doux sourire. Elle portait une longue robe, debout devant un bâtiment ancien, peut-être un manoir européen. Je ne l'avais jamais vue, mais quelque chose dans ses yeux me semblait étrangement familier. « C'est tout ?» Damian a éclaté de rire, sa voix résonnant dans la pièce. « Un billet d'avion ? Père savait vraiment comment se débarrasser de toi. » Il s'est tourné vers Chloé et ils ont tous les deux ri comme s'ils avaient entendu la blague la plus drôle de leur vie. Chloé a applaudi, ajoutant « Je suppose que père pensait que tu serais mieux serveur à Paris qu'ici, Samson. » Victoria n'a pas ri, mais ses lèvres se sont contractées vers le haut, ses yeux froids comme de la glace. « Samson a reçu sa part », a-t-elle dit doucement mais sèchement, comme une fine lame. Théodore a toujours su comment arranger les choses. Mon visage a brûlé, le sang me montant à la tête. L'humiliation a surgi dans ma poitrine comme une vague menaçant de me noyer. Toutes les années où j'avais lutté, m'instruisant moi-même, obtenant des bourses, vivant de manière indépendante, essayant de prouver que je n'avais besoin de la pitié de personne, ont été effacées par un seul billet d'avion. Mon père, l'homme dont j'avais espéré qu'il me regarderait avec ne serait-ce qu'une once de fierté, m'avait laissé un adieu cruel. Pars. Quitte cette famille. Quitte la vie à laquelle je n'ai jamais vraiment appartenu. Je voulais crier, frapper du poing sur la table, exiger de mon père, bien qu'il ne soit plus là, « Pourquoi m'as-tu fait ça ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais je n'ai rien fait. Je suis resté assis là, serrant le billet, essayant de garder ma respiration stable. Je ne pouvais pas les laisser me voir craquer. Je ne pouvais pas leur donner une autre raison de se moquer de moi. « Merci », dis-je, ma voix presque un murmure. Je me suis levé, l'enveloppe à la main, et je suis sorti de la pièce. Le rire de Damian et Chloé a résonné derrière moi, chaque éclat comme un couteau me tranchant le cœur. Victoria n'a rien dit, mais son regard froid et triomphant semblait dire que j'avais enfin été chassé de leur monde. Je suis sorti de l'immeuble, l'air glacial de Manhattan me giflant le visage. Je suis resté sur le trottoir, regardant le flot de gens et de voitures, ayant l'impression que le monde tournait autour de moi. Le billet d'avion dans ma main n'était plus seulement un morceau de papier. C'était un verdict, un rejet final de mon père. J'ai voulu le déchirer, le jeter dans le caniveau, mais je n'ai pas pu. Quelque chose en moi, un faible instinct,
me disait que ce billet n'était pas seulement une insulte. C'était une porte, bien que je ne sache pas encore où elle menait. Je me suis demandé, Père, que voulais-tu que je fasse? Pourquoi Paris? Qui est cette femme? Mais au fond de moi, je savais que ce billet, bien qu'une humiliation, était aussi la clé d'un nouveau voyage. Je ne savais pas où il mènerait. Mais j'ai décidé de faire le pas. Pas pour mon père, pas pour la famille Chandler, mais pour moi-même, pour découvrir la vérité, pour découvrir ma vraie valeur. Je suis retourné à mon petit appartement de Brooklyn après la lecture du testament. Le billet d'avion et la photographie de la femme toujours rangée dans la poche de ma veste, pesant lourdement comme s'il portait tout un monde que je ne comprenais pas encore. Mon appartement, avec son fauteuil usé et sa table en bois branlante, était le seul endroit où je me sentais en sécurité, bien qu'il ne se soit jamais vraiment senti comme chez moi. Je me suis jeté sur le fauteuil, regardant par la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient à travers un voile de pluie brumeuse. New York pulsait de vie comme toujours, mais je me sentais comme un étranger, poussé hors de son flux. La seule question qui me hantait était pourquoi? Pourquoi mon père m'avait-il traité de cette façon? Il avait passé sa vie à construire un empire, laissant tout, le manoir de Manhattan, le yacht somptueux, à Victoria, Damian et Chloé. Et moi, son fils aîné, je me retrouvais avec un billet d'avion aller simple pour Paris, une photographie et une adresse peu claire. Était-ce son dernier adieu? Une façon de me bannir, comme Damian s'en était moqué, ou une blague cruelle, un rappel que je n'avais jamais vraiment appartenu à la famille Chandler? J'ai rangé l'enveloppe dans un tiroir de bureau, essayant de reprendre ma routine quotidienne. Je suis allé au travail, j'ai rencontré les sans-abri que j'aidais, j'ai organisé des collectes de fonds pour les orphelins. Le travail avait toujours été là où je trouvais un sens, où je pouvais oublier mes blessures émotionnelles. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Chaque nuit, en rentrant à mon appartement, je sentais un vide grandissant dans ma poitrine. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser au billet, à la femme sur la photographie, à l'adresse écrite de la main ferme de mon père. C'était comme des pièces d'un puzzle que je ne savais pas comment résoudre. Pendant ce temps, la famille Chandler ne me laissait pas tranquille. Victoria, Damian et Chloé semblaient déterminés à faire de ma douleur leur divertissement. J'ai reçu des notifications de réseaux sociaux où Chloé a posté une photo d'eux dans le manoir avec la légende « De nouveaux souvenirs commencent ». C'est notre moment maintenant. Damian a été encore plus audacieux, partageant une publication avec son arrogance habituelle. Quelqu'un a eu un billet pour Paris, il va probablement devenir un artiste de rue, suivi d'une série d'émojis rieurs. J'ai lu ces mots, ma main se crispant autour de mon téléphone, l'humiliation de la lecture du testament ressurgissant, brûlante. Je voulais me déchaîner, crier que je n'avais pas besoin de leur pitié ou de leur moquerie. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste éteint mon téléphone, je l'ai jeté sur la table et j'ai essayé de respirer. Une nuit, la solitude était plus lourde que jamais. J'étais assis dans mon appartement, la faible lumière de la lampe de bureau projetant des ombres sur les murs qui s'écaillaient. Dehors, la pluie tombait doucement, se mêlant aux klaxons lointains des voitures. Je me sentais comme un bateau à la dérive sans rivage, sans destination. J'ai pensé à l'enveloppe comme si elle m'appelait depuis le tiroir. Je me suis levé, je l'ai ouvert et j'ai sorti l'enveloppe, la posant sur la table. Le billet d'avion était toujours là, à côté de la photographie de la femme aux yeux profonds et mélancoliques. J'ai retourné le papier avec l'adresse, sur le point de le remettre, quand j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Au dos, d'une écriture tremblante, différente de l'écriture ferme de mon père au recto, se trouvaient quelques mots. Si tu veux savoir la vérité, vas-y, je me suis figé, relisant les mots encore et encore comme s'ils allaient disparaître si je clignais des yeux. Était-ce le message de mon père, ou juste une autre façon pour lui de me contrôler, même d'outre-tombe? J'ai pris la photographie, fixant les yeux de la femme. Il y avait une tristesse silencieuse en eux, comme si elle m'attendait quelque part de l'autre côté de l'océan. Je ne savais pas qui elle était, mais je sentais un fil invisible me reliant à elle, à Paris, au secret que mon père avait gardé caché toute ma vie. Je suis resté assis là pendant des heures, le billet à la main, luttant avec moi-même. Une partie de moi voulait le déchirer, rester à New York et continuer la vie que j'avais construite. Mais une autre partie, plus profonde et plus insistante, me chuchotait que c'était ma seule chance de trouver des réponses sur mon père, sur la vérité, sur moi-même. J'avais passé ma vie dans l'ombre de questions sans réponse. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Le lendemain matin,
j'ai appelé mon directeur à l'organisation sociale pour demander un congé. Je dois régler des affaires personnelles, dis-je, la voix calme, bien que mon cœur s'emballe. J'ai commencé à faire mes valises. Une petite valise, quelques vêtements et un carnet où je notais mes pensées. Je me suis tenu devant le miroir, regardant mes yeux fatigués et j'ai murmuré, « Tu dois le faire. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. » J'ai tenu le billet d'avion, le fixant longuement. Le numéro de vol, la date, l'heure, la destination, tout était clair, mais sa signification était aussi brumeuse que la brume. Paris, ai-je murmuré comme si le dire à voix haute apporterait de la clarté. Je ne savais pas ce que j'y trouverais, mais je savais que si je n'y allais pas, je le regretterais pour toujours. Quelques jours plus tard, je me tenais à l'aéroport JFK au milieu de la foule animée. Le haut-parleur annonçait l'appel à l'embarquement pour le vol vers Paris. J'ai traîné ma valise à travers la sécurité, ayant l'impression d'entrer dans un autre monde. Un étrange mélange de peur, d'espoir et de quelque chose comme de l'excitation bouillonnait en moi. Je savais que ce voyage pourrait ne mener qu'à une déception. L'adresse pourrait mener à une maison vide. La photographie n'être qu'un souvenir sans signification. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé par le petit hublot, regardant les lumières de New York s'estomper dans la nuit. C'était la ville qui m'avait élevé, mais aussi où je m'étais toujours senti perdu. J'ai fermé les yeux, laissant le bourdonnement des moteurs remplir mon esprit. Le vol a duré près de 8 heures, mais pour moi, cela a semblé une vie entière. Alors que l'avion atterrissait à l'aéroport Charles de Gaulle, la douce lumière matinale de Paris baignait tout d'une douce lueur. J'ai traîné ma petite valise à travers la foule animée, me sentant comme un étranger dans un monde inconnu. Le bavardage mélodieux du français m'entourait, et les panneaux remplis d'accents et de signes diacritiques submergeaient mes sens. J'ai sorti le bout de papier avec l'adresse de ma poche, relisant la note manuscrite de mon père. Rue de Varennes, numéro 12, Paris. Pas de nom, pas d'indice, juste une adresse nue. J'ai hélé un taxi et j'ai tendu le papier au chauffeur, un homme d'âge mûr au sourire amical. Varennes, hein, beau quartier, a-t-il dit en anglais avec un accent français, puis il a appuyé sur l'accélérateur. Le taxi a glissé sur les rues pavées, passant devant d'élégants bâtiments anciens aux balcons en fer forgé ornés. Paris se déroulait comme un tableau, à la fois luxueux et mystérieux. Mais je n'étais pas d'humeur à l'admirer. Mon cœur battait à tout rompre, en partie par anticipation, en partie par peur. Et si cette adresse menait à une maison vide? Et si la photographie n'était qu'une blague cruelle de mon père? J'ai serré les poings, essayant de repousser les pensées négatives. Continue simplement, me suis-je dit. Tu es arrivé jusqu'ici. Le taxi s'est arrêté devant une grande grille en fer derrière laquelle se dressait un manoir ancien aux murs de pierre couverts de mousse et aux fenêtres imposantes. Une plaque de laiton gravée du nom, de Vautier, scintillait au soleil. Je me suis figé, ayant l'impression que le temps s'était arrêté. De Vautier. Le nom ne me disait rien, mais il portait un poids étrange, comme si je venais de toucher un morceau oublié de moi-même. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur la sonnette à côté de la grille. Son carillon a résonné dans la cour silencieuse et tentaculaire. Quelques instants plus tard, la grille en fer s'est ouverte en grinçant. J'ai tiré ma valise le long du chemin de gravier. Le crissement sous ses roues me menant vers la maison principale. La lourde porte en bois du manoir s'est entr'ouverte juste au moment où j'atteignais les marches et une femme est sortie. Elle avait la cinquantaine, ses cheveux argentés soigneusement relevés, son visage portant encore des traces d'élégance et de grâce. Elle portait un pull fin et une longue jupe, ses mains fermement jointes devant elle. Lorsque ses yeux ont rencontré les miens, elle s'est figée comme si elle voyait un fantôme du passé. J'ai tâtonné, sortant la photographie de la poche de ma veste et la tendant, mon cœur manquant presque de s'arrêter. La femme sur la photo, avec ses yeux profonds et mélancoliques et son doux sourire, c'était elle, bien que le temps ait gravé des rides sur son visage. Je suis Samson Chandler, dis-je, la voix rauque de nervosité. Mon père, Théodore Chandler, m'a laissé cette adresse et cette photographie. Je lui ai tendu la photo, ma main tremblant légèrement. Elle a regardé la photo, puis moi, ses yeux se remplissant soudain de larmes. Samson, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante comme si le nom était une prière. Puis, sans un autre mot, elle s'est avancée et m'a enveloppé dans une étreinte serrée. Je suis resté là, stupéfait, ne comprenant pas ce qui se passait. La chaleur de ses bras m'enveloppait, une sensation à la fois étrangère et douloureusement familière. J'ai voulu la repousser,
exiger de savoir qui elle était, mais je n'ai pas pu bouger. Je suis juste resté là, la laissant me tenir, ses larmes trempant mon épaule. « Tu es mon Samson » a-t-elle dit, la voix étranglée par l'émotion, sa main caressant doucement mes cheveux. « Tu es revenu. » J'ai reculé, la regardant, l'esprit en ébullition. « Mère » ai-je répété comme si le mot était trop lourd à prononcer. « Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous appelez-vous ma mère ?» Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis Marianne de Vautier » a-t-elle dit, la voix douce mais ferme. « Je suis ta mère, Samson. Je t'attends depuis 30 ans. » Je ne savais pas quoi répondre. J'avais rêvé de ce moment toute ma vie, de rencontrer ma mère, de savoir qui elle était. Mais maintenant que cela arrivait, je ne ressentais qu'un étrange vide. Je l'ai suivie à l'intérieur, traversant des couloirs au sol de marbre ornés de peintures anciennes. La faible odeur de lavande flottait dans l'air. Nous nous sommes assis dans un grand salon où un feu crépitait dans la cheminée et où des fauteuils recouverts de velours brillaient de rouge. Marianne m'a tenu la main comme si elle avait peur que je disparaisse si elle me lâchait. Elle a commencé à parler, la voix lente, chaque mot portant le poids d'une vieille douleur. « Ton père, Théodore, et moi étions profondément amoureux » a-t-elle dit, les yeux lointains, comme si elle regardait un temps perdu. À l'époque, il n'était qu'un jeune homme pauvre, plein d'ambition, mais avec rien que des rêves. Je venais de la famille de Vautier, une lignée puissante en France. Ma famille le méprisait, le traitait de chercheur d'or, indigne de moi. Ils nous ont mis la pression, nous ont menacés, ont tout fait pour nous séparer. J'ai écouté, le cœur lourd. Je n'avais jamais imaginé mon père, l'homme froid et puissant, comme un jeune homme en difficulté, amoureux d'une femme qu'il ne pouvait pas atteindre. Marianne a continué, la voix tremblante. Nous avons essayé, Samson. J'étais enceinte de toi, et nous pensions que l'amour vaincrait tout. Mais la pression de ma famille était trop forte. Théodore est devenu distant, amer, plein de ressentiment. Puis un jour, il a disparu et t'a emmené avec lui. J'ai senti le sang me monter au visage, un mélange de colère et de douleur surgissant en moi. M'a emmené, ai-je fait écho, la voix brisée. Qu'est-ce qu'il a fait? Marianne s'est levée et s'est dirigée vers un ancien meuble en bois, en retirant une petite boîte. Elle l'a ouverte et a sorti une lettre jaunie, l'écriture de mon père inimitable. Il a laissé ça, a-t-elle dit en me l'attendant. Je l'ai gardé pendant 30 ans, un rappel que tu étais toujours quelque part. Mes mains ont tremblé en prenant la lettre. Les mots de mon père étaient brefs mais secs. Marianne, je ne peux pas vivre dans l'ombre de ta famille. J'emmène Samson pour lui donner une nouvelle vie. Ne nous cherche pas, j'ai relu encore et encore, chaque mot coupant comme une lame. Mon père m'avait volé à ma mère sans explication, sans lui donner une chance de me trouver. Mon enfance solitaire en Amérique, les années de dédain de Victoria, Damian et Chloé. Ce n'était que la moitié de la vérité. L'autre moitié était ici, dans ce manoir, dans les yeux remplis de larmes de la femme en face de moi. « Comment as-tu vécu, Samson » a demandé Marianne, la voix douce mais empreinte de douleur. « Raconte-moi. » J'ai pris une profonde inspiration et tout est sorti comme une rivière brisant une digue. Je lui ai parlé du manoir des Chandler où j'étais un invité non désiré. De Victoria avec ses regards froids et ses paroles acerbes. De Damian et Chloé, mes demi-frères et sœurs qui me traitaient comme un étranger. De mon père, l'homme que je craignais et que je détestais à la fois, qui n'a jamais répondu à mes questions sur ma mère. Et du testament, du billet d'avion, de l'humiliation dans le bureau de l'avocat. J'ai parlé et des larmes ont coulé sur mon visage malgré mes efforts pour les retenir. Marianne a écouté, sans jamais m'interrompre, me tenant seulement la main fermement. Quand j'ai eu fini, elle m'a pris dans ses bras, me serrant férocement. « Je suis désolé, Samson » a-t-elle murmuré. « Je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais seul. Je te le promets. » Pour la première fois de ma vie, j'ai senti la chaleur de l'amour d'une mère, quelque chose dont j'avais rêvé depuis l'enfance, quelque chose que je pensais n'existait que dans les rêves. Je l'ai serré en retour, laissant mes larmes couler librement. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé une partie de moi-même, une partie que j'avais perdue il y a longtemps. Les jours qui ont suivi au manoir de Vautier se sont déroulés comme un doux rêve que je craignais de voir s'évanouir si je clignais des yeux. Ma mère, Marianne, était toujours à mes côtés, me guidant à travers les grands couloirs de la maison, me montrant les peintures anciennes sur les murs,
les héritages familiaux préservés à travers les générations. Elle parlait de l'histoire de la famille de Vauthier, une lignée puissante en France avec des liens complexes avec la finance et la politique. Mais par-dessus tout, elle parlait de moi, des jours où elle m'a porté, des nuits où elle a pleuré en pensant au fils qui lui avait été volé. Chaque mot qu'elle prononçait était une lame, à la fois douloureuse et curative, comme si elle recousait les blessures que j'avais portées pendant 31 ans. Un matin, alors que le soleil de Paris filtrait par les hautes fenêtres, ma mère m'a pris la main, ses yeux brillants d'une nouvelle détermination. « Samson, il est temps que tu rencontres la famille de Vauthier, a-t-elle dit, la voix douce mais résolue. Ils doivent savoir qui tu es, et tu dois savoir que tu as ta place ici. » J'ai avalé difficilement, une vague d'anxiété montant dans ma poitrine. « M'accepteront-ils, mère ?» ai-je demandé, la voix basse. J'étais trop familier avec le rejet, avec le fait d'être mis sur la touche. L'idée de faire face à une nouvelle famille, une lignée puissante, me faisait à nouveau sentir comme un étranger. Elle m'a serré la main, ses yeux flamboyants comme du feu. « Tu es ma chair et mon sang, Samson. Personne ne peut le nier. Je ne laisserai plus personne te faire de mal. » Ces mots, forts et inébranlables, étaient comme un bouclier me protégeant, et j'ai hoché la tête, bien que le doute inonde encore mon cœur. Cet après-midi-là, nous avons pris une élégante voiture noire à travers les rues de Paris jusqu'à un ancien château en périphérie, où la famille de Vauthier tenait ses rassemblements. Le château se dressait devant moi comme une scène d'un siècle révolu, avec des flèches imposantes, des murs de pierre couverts de mousse et un jardin tentaculaire et méticuleusement entretenu. En sortant de la voiture, j'ai senti le poids de l'endroit. Pas seulement son architecture, mais son histoire, son pouvoir et les attentes que je n'étais pas sûr de pouvoir satisfaire. Marianne m'a conduit à travers les grandes portes dans un hall principal au plafond voûté et aux fresques murales ornées. La famille de Vauthier était déjà réunie, une vingtaine de personnes, des jeunes hommes et femmes en costumes et robes élégants aux aînés dégageant une autorité majestueuse. Au centre de la pièce se trouvaient mes grands-parents, Jacques et Élise de Vauthier, tous deux dans la soixantaine, mais rayonnant d'une aura de pouvoir. Jacques, avec ses cheveux blancs et ses yeux perçants, était assis dans un grand fauteuil, tandis qu'Élise, avec un sourire subtil et des mains ornées de bijoux, se tenait à côté de lui. Marianne m'a présenté, sa voix claire et inébranlable. « Voici Samson Chandler, mon fils et votre petit-fils. » La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du crépitement de la cheminée. J'ai senti tous les regards sur moi, certains curieux, certains sceptiques, et certains presque hostiles. Jacques a haussé un sourcil, son regard me balayant de la tête aux pieds comme s'il évaluait une marchandise. Élise a incliné la tête, les lèvres pincées, ne disant rien. « Ton fils, » a dit Jacques, la voix profonde et froide. « Tu dis que c'est l'enfant que Théodore a pris ? Comment savons-nous qu'il est vraiment un de Vauthier ?» Mon visage a rougi, non pas de colère, mais de la piqûre familière du doute. Mais avant que je puisse répondre, ma mère s'est avancée, se tenant comme un mur entre moi et eux. « Samson est mon fils, » a-t-elle dit, la voix vive mais composée. Je l'ai perdu pendant 30 ans à cause des erreurs de cette famille. Je ne laisserai personne le renier à nouveau. Si vous avez besoin de preuves, je suis prête à faire un test ADN tout de suite. La pièce est devenue tendue, comme si un orage était sur le point d'éclater. Jacques la regarda, son regard s'adoucissant légèrement, mais toujours sévère. Élise s'est avancée, posant une main sur l'épaule de son mari et lui chuchotant quelque chose. Finalement, Jacques a hoché la tête. « Très bien, » a-t-il dit. « Nous ferons le test. Mais s'il n'est pas de notre sang, Marianne, tu connais les conséquences. » Je me tenais là, me sentant comme un accusé dans une salle d'audience. Mais ma mère s'est tournée vers moi, son doux sourire me rassurant qu'elle ne me laisserait pas affronter cela seule. À ce moment-là, j'ai réalisé que quel que soit le résultat, je l'avais, elle, et personne ne pouvait me l'enlever. Quelques jours plus tard, les résultats du test ADN sont arrivés. J'étais assis dans le salon du manoir à côté de ma mère lorsqu'un assistant a apporté une enveloppe blanche. Marianne l'a ouverte, a parcouru le contenu et s'est tournée vers moi, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu es mon fils, Samson » a-t-elle dit, la voix étranglée par l'émotion. Confirmé à 99,9%. Tu fais partie de cette famille. Jacques et Élise ont été convoqués peu de temps après. En lisant les résultats, j'ai vu l'expression de Jacques passer du scepticisme à une rare trace d'émotion. Il s'est levé, s'est approché de moi et a posé une main sur mon épaule. « Samson » a-t-il dit, la voix plus douce maintenant. «
Nous avons eu tort de te laisser partir. À l'époque, nous avons fait pression sur Marianne et Théodore, et nous en avons payé le prix en te perdant. Maintenant, nous voulons nous faire pardonner. Élise, les yeux rouges, m'a embrassé. Tu es notre petit-fils, a-t-elle murmuré. Nous ferons tout pour que tu te sentes à ta place ici. Pour la première fois, j'ai ressenti une reconnaissance que je n'avais jamais connue. Pas de mon père, pas de Victoria, mais de personnes que je ne connaissais même pas quelques jours auparavant. Ce soir-là, la famille de Vautier a organisé un banquet de bienvenue pour moi au château. La longue table était drapée de soie blanche, la lueur des bougies scintillant sur les verres à vin. Ma mère était assise à côté de moi, ses yeux brillants de fierté, sa main effleurant occasionnellement la mienne comme pour me rappeler qu'elle était là. Les réactions de la famille variaient. Certains membres plus jeunes comme mon cousin Antoine m'ont serré la main avec de sincères sourires. « Bienvenue à la maison, Samson », a-t-il dit chaleureusement. Mais il y avait aussi des regards prudents de la part d'autres, des conversations chuchotées dans mon dos. Je savais que tout le monde n'était pas prêt à accepter un étranger comme moi, mais l'amour et la détermination inébranlable de ma mère ont réduit au silence toute opposition ouverte. J'étais assis là, au milieu des verres à vin qui tintaient et des conversations en français que je ne comprenais qu'à moitié, me sentant à la fois désorienté et réchauffé. Il y a à peine quelques semaines, j'étais un paria méprisé dans la famille Chandler, vivant dans un appartement exigu de Brooklyn avec rien que mon travail et des questions sans réponse. Maintenant, j'étais à Paris, embrassé par ma mère biologique, reconnue par une lignée puissante. Une étincelle d'espoir a commencé à vaciller en moi, un espoir pour un nouveau départ, une vie où je ne serai plus une ombre, mais une partie de quelque chose de plus grand. Les jours au manoir de Vautier se sont écoulés comme un doux rêve, chaque moment avec ma mère, mes grands-parents et mes cousins nouvellement rencontrés agissant comme un baume sur de vieilles blessures. J'ai commencé à apprendre, bien que maladroitement, à m'intégrer dans le monde de la famille de Vautier. Les dîners élégants, les conversations sur la finance et l'art, et les regards qui se sont réchauffés en me regardant. Mais juste au moment où je commençais à sentir que j'avais ma place, une ombre de mon passé m'a ramené en arrière. Un après-midi, alors que j'étais assis dans la bibliothèque du manoir, feuilletant un vieux livre sur l'histoire de la famille, mon téléphone a vibré. Un appel vidéo d'un numéro inconnu aux États-Unis. J'ai hésité, mon doigt planant sur l'écran, ne sachant pas si je devais répondre. La curiosité l'a emporté. J'ai appuyé sur « Accepter » et le visage de Victoria est apparu, plus hagard que je ne l'avais jamais vu. Ses cheveux autrefois dorés étaient en désordre, ses yeux cerclés de rouge, dépourvus de l'aplomb au teint de la femme qui s'était assise les jambes croisées dans le bureau de l'avocat, un sourire narquois aux lèvres alors que je recevais le billet d'avion. « Samson » a-t-elle dit, la voix tremblante, presque suppliante. « Je dois te parler. » Je me suis redressé, un frisson me parcourant l'échine. « De quoi s'agit-il, Victoria ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable, bien qu'une tempête d'émotions gronde en moi. Je ne l'avais jamais appelée « mère », et maintenant, après tout, le mot semblait encore plus étranger. Elle a pris une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Tout s'est effondré, Samson, a-t-elle dit, la voix brisée. Les actifs de Théodore, l'entreprise, le manoir, le yacht, les voitures, tout était hypothéqué pour couvrir des dettes massives. Ces dernières transactions commerciales avant sa mort, tout ont échoué. Nous avons tout perdu. Je suis resté immobile, non pas par surprise, mais à cause de l'ironie. La famille Chandler, qui s'était moquée de moi, qui avait étalé sa richesse, était maintenant au bord de la ruine. J'ai imaginé le manoir de Manhattan, où j'avais été traité comme un invité indésirable, maintenant scellé, ses précieuses portes en bois verrouillées. Le yacht Serenity, la fierté de mon père, probablement saisi dans un port. Les supercars, autrefois symbole d'extravagance, disparus. Mais je ne me sentais pas vengé, seulement un étrange vide. Damien et Chloé, ils s'effondrent, a poursuivi Victoria, la voix chancelante. Damien ne dort plus, il boit toute la journée. Chloé pleure constamment, elle ne sait pas quoi faire. Nous avons tout perdu, Samson. Je sais que tu as été blessé, mais tu es l'aîné, le fils de Théodore. Tu ne peux pas tourner le dos à la famille. Ma main s'est crispée, la colère et la douleur surgissant ensemble. La famille ? Les mots sonnaient si étranges venant d'elle. Toutes ces années dans le manoir des Chandler, traité comme un fardeau, moqué et mis à l'écart par elle et mes demi-frères et sœurs. Pas une seule fois il ne m'avait appelé « famille ».
Maintenant, avec tout qui s'effondre, ils se tournaient vers moi comme si j'étais leur seul salut. Je n'ai rien à offrir, Victoria, dis-je, la voix plus froide que je ne l'avais prévu. Je ne suis qu'un travailleur social vivant dans un petit appartement de Brooklyn. Père ne m'a rien laissé d'autre qu'un billet d'avion. Tu le sais mieux que personne. Victoria a secoué la tête, ses yeux s'aiguisant comme si elle s'accrochait à un dernier fil d'espoir. Ne dis pas ça, Samson. Je connais ta mère, Marianne de Vautier. Quand j'ai épousé Théodore, il m'a parlé d'elle, de sa puissante famille en France. Je sais que tu y es allé, que tu l'as trouvée. Ça veut dire que tu as une famille riche qui te soutient, n'est-ce pas? Tu dois nous aider. Damien et Chloé sont toujours tes frères et sœurs, que tu l'admettes ou non. Ces mots ont coupé comme un couteau, non pas à cause de leur vérité, mais à cause de leur audace. Elle connaissait ma mère, la famille de Vautier, depuis le moment où elle a rencontré mon père, mais ne l'a jamais mentionné. Maintenant, avec tout perdu, elle utilisait cette vérité pour me manipuler. Je voulais crier, lui dire que je ne leur devais rien. Que les années de dédain ne pouvaient être effacées par un appel désespéré. Mais je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, laissant le silence parler pour moi. Samson, s'il te plaît, a murmuré Victoria, sa voix presque suppliante maintenant. Nous n'avons personne d'autre. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je vais y réfléchir, dis-je, bien que je sache que je ne promettais rien. J'ai mis fin à l'appel, l'écran du téléphone devenant noir, me laissant dans le calme de la bibliothèque du manoir de Vautier. J'ai regardé par la fenêtre où la douce lumière du soleil de Paris baignait le jardin. Mais en moi, une tempête faisait rage. J'ai raconté tout l'appel à ma mère ce soir-là, alors que nous étions assis près de la cheminée, ses flammes crépitantes projetant de la lumière sur son visage. Marianne a écouté, les mains fermement jointes sur ses genoux, ses yeux calmes mais perçants. Quand j'ai mentionné que Victoria savait pour elle, pour la famille de Vautier, le front de ma mère s'est légèrement plissé, comme si de vieux souvenirs remuaient. J'ai fait une pause, attendant sa réaction, craignant que l'histoire ne la blesse. Mais elle a seulement posé sa main sur la mienne, sa voix douce mais ferme. Samson, a-t-elle dit, ces gens t'ont fait du mal pendant des années. Ils n'ont aucun droit d'exiger que tu les sauves. Mais si tu veux les affronter, pour clore le chapitre sur ton passé, je serai toujours à tes côtés. Ces mots ont été comme une brise dissipant le brouillard dans mon esprit. J'ai réalisé que malgré le fait d'avoir trouvé ma mère et une nouvelle famille, l'ombre de la famille Chandler me hantait toujours. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec ça. Je ne pouvais pas laisser ces vieilles blessures continuer à saigner. J'ai hoché la tête, la regardant dans les yeux. Je veux y retourner, mère, dis-je, la voix plus stable que jamais. Je veux les voir une dernière fois, pour dire au revoir. Pas pour eux, mais pour moi. Marianne a souri, ses yeux brillants de fierté. Alors nous irons, a-t-elle dit. Tu n'auras plus jamais à les affronter seul. Quelques jours plus tard, nous avons pris un vol pour New York. Alors que l'avion atterrissait à JFK, j'ai ressenti le froid familier de la ville, mais cette fois, il ne m'a pas fait trembler. Ma mère était à mes côtés, sa présence comme un bouclier, me faisant me sentir plus fort que jamais. Nous avons loué une voiture et nous sommes allés directement au manoir des Chandler, l'endroit qui avait autrefois symbolisé l'extravagance, où j'avais vécu comme un paria. Quand nous sommes arrivés, j'ai à peine reconnu la maison. Le manoir des Chandler, avec ses murs de marbre et ses grandes fenêtres, semblait maintenant froid et délabré. La grille en fer était verrouillée, des panneaux de saisie placardés sur les portes, et le jardin autrefois méticuleusement entretenu était envahi par les mauvaises herbes. Le personnel qui avait autrefois servi silencieusement la famille était parti. Je me suis tenu à la grille, ayant l'impression de regarder un souvenir mort. Quand j'ai sonné, Victoria a ouvert la grille. Son apparence était si hagarde qu'elle m'a stupéfié. Ses cheveux autrefois dorés étaient en désordre, son visage dépourvu de son maquillage impeccable habituel, et ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré pendant des jours. Damien et Chloé se tenaient derrière elle, tous deux de simples ombres de ce qu'ils étaient. Damien, dans un costume froissé, les yeux remplis de colère et de confusion. Chloé, sans son rouge à lèvres rouges ni son sourire au teint, avait les yeux gonflés et les mains tremblantes. Samson, a dit Victoria, sa voix forçant un faible sourire. Quand elle a vu Marianne à côté de moi, son visage s'est raidi comme si elle réalisait qu'elle faisait face à un adversaire qu'elle ne pouvait pas vaincre. Et Madame de Vautier, a-t-elle ajouté, la voix tremblante,
essayant de garder son sang-froid. Merci à vous deux d'être venus. Marianne a hoché la tête, son regard froid mais poli. Nous sommes ici pour parler, Victoria, a-t-elle dit, la voix calme, mais portant une autorité qui a réduit au silence toute interruption. Nous sommes entrés dans le salon, autrefois le cœur de fête somptueuse. Maintenant, il était vide, les meubles recouverts de drap blanc, certaines pièces déjà enlevées. Nous nous sommes assis, l'air lourd comme si un orage couvait. Victoria a parlé la première, sa voix un mélange de désespoir et de fierté persistante. Samson, je sais que nous avons une eau différente, mais nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous tourner le dos. L'entreprise est en faillite. Le manoir a été saisi. Il ne nous reste plus rien. Tu dois nous aider. Damian a coupé, la voix chauffée, à moitié suppliante, à moitié exigeante. Tu es l'aîné, Samson. Père nous a laissé cet empire, mais il s'effondre. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Tu as la famille de Vautier. Tu as de l'argent. Tu dois faire quelque chose. Chloé n'a rien dit, la tête baissée, des larmes coulant sur son visage. Finalement, elle a levé les yeux, la voix tremblante. Samson, je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je sais que Damian et moi t'avons horriblement traité, mais s'il te plaît, ne nous abandonne pas. J'étais assis là, les observant calmement, sentant l'ironie amère de la scène. Il y a à peine quelques mois, il s'était moqué de moi dans le bureau de l'avocat, riant du billet d'avion que mon père m'avait laissé. Ils avaient été arrogants, se prélassant dans leur richesse et leur pouvoir, me traitant comme un étranger. Maintenant, ils étaient assis devant moi, hagards et désespérés, me suppliant de les aider. Toute la gloire dont ils se vantaient n'était plus que cendre. Je voulais leur dire que je ne leur devais rien, que les années de dédain ne pouvaient être effacées par des excuses. Mais je ne l'ai pas fait. Je les ai juste regardés, laissant le silence parler pour moi. Marianne se tenait à côté de moi, sa présence comme une montagne, inébranlable et inflexible. Elle a parlé, sa voix résonnant, claire et résolue. Victoria, a-t-elle dit, son regard perçant ma belle-mère, la faisant baisser les yeux en silence. Samson a assez souffert de cette famille. Il ne vous doit rien. Cependant, par compassion, la famille de Vautier vous fournira une somme d'argent pour recommencer, mais à une condition, vous ne contacterez plus jamais Samson et ne le dérangerez plus. Les yeux de Victoria se sont écarquillés, son visage un mélange de soulagement et de honte. Merci, Madame de Vautier, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Chloé a hoché la tête, les larmes coulant à nouveau, ses lèvres murmurant « Merci ». Mais Damian, s'accrochant à son dernier lambeau de fierté, a ricané, les yeux pleins de mépris. « Nous n'avons pas besoin de ta pitié, Samson, a-t-il dit amèrement. Mais si tu penses que ça te rend supérieur, vas-y, je n'ai pas répondu. Les mots de Damian n'avaient plus le pouvoir de me blesser. Je les ai juste regardés, réalisant que cette confrontation ne visait pas à les sauver. Il s'agissait de me libérer. J'avais fait ce que je devais faire. Non pas pour eux, mais pour clore mon passé. La réunion s'est terminée, laissant derrière elle une famille brisée, dépouillée de pouvoir et de richesse. Ma mère et moi avons quitté le manoir, sortant dans les rues froides de Manhattan. Avant de quitter l'Amérique, nous nous sommes arrêtés au cimetière où mon père était enterré. Sa tombe se trouvait sous un grand chêne, la stèle portant son nom, froide et simple. J'y ai déposé un bouquet de fleurs blanches, le cœur un enchevêtrement de ressentiment et de gratitude. Ressentiment pour les années où il m'a laissé dans la solitude, pour m'avoir volé à ma mère, mais gratitude aussi pour le billet d'avion. Un cadeau qui semblait une insulte, mais qui m'a conduit à ma mère, à la vérité, à une nouvelle vie. Marianne se tenait à côté de moi, la main sur mon épaule. Il m'aimait, Samson, a-t-elle murmuré, les yeux sur la tombe remplis de regrets. Mais il a fait des erreurs. Je lui ai pardonné, et j'espère que tu pourras aussi trouver la paix. J'ai hoché la tête, ne disant rien. À ce moment-là, près de la tombe de mon père, j'ai dit mon dernier adieu au passé. J'avais coupé tous les liens avec la famille Chandler, ouvrant un nouveau chapitre en France, où je n'étais plus une ombre, mais un fils, un petit-fils, un membre de la famille de Vautier. Alors que l'avion nous ramenait, ma mère et moi, à Paris, j'ai regardé par le hublot, observant les nuages blancs dériver paresseusement sous la pâle lumière dorée du soleil. New York, avec toute sa douleur et ses souvenirs, était maintenant derrière moi, lointaine comme un rêve qui s'estompe. Ma mère était assise à côté de moi,
sa main serrant fermement la mienne. Sa chaleur me rappelait que je n'étais plus seul. De retour au manoir de Vautier, j'ai officiellement commencé ma nouvelle vie. Les premiers jours se sont déroulés comme un doux tourbillon, rempli de moments dont je n'avais jamais osé rêver. Ma mère, Marianne, était toujours à mes côtés, comme si elle était déterminée à rattraper 30 ans de séparation à chaque seconde du présent. Elle m'a emmené à des dîners, me présentant aux amis et aux partenaires commerciaux de la famille, ses yeux brillants de fierté. « Voici Samson, mon fils », disait-elle, la voix résonnant de certitude, comme si elle déclarait au monde que j'étais une partie indispensable d'elle. Mes grands-parents, Jacques et Élise, ne sont pas restés en marge non plus. Jacques, avec son attitude majestueuse maintenant adoucie, m'appelait souvent dans son bureau pour discuter de l'histoire de la famille et de l'empire financier que les de Vautier avaient bâti au fil des générations. « Tu as du sang de Vautier en toi, Samson », disait-il, la voix profonde mais chaleureuse. Nous ne sommes pas seulement une famille. Nous sommes un héritage. Élise était plus douce, me tenant souvent la main alors qu'elle partageait des histoires de la jeunesse de ma mère et des rêves qu'elle avait pour sa fille et son petit-fils. Ils m'ont activement inclus dans les événements familiaux, des réunions à Paris au voyage à la campagne où les de Vautier possédaient d'anciennes propriétés. Un jour, Jacques m'a convoqué au bureau principal de la famille, une pièce ornée de peintures murales et de bibliothèques en chêne qui racontait une histoire de pouvoir et de tradition. Il était assis derrière un grand bureau, une pile de documents devant lui. « Samson », a-t-il dit, le regard vif, mais plus sceptique. « Notre famille a un fonds d'investissement de longue date, et je veux que tu en fasses partie. Tu peux apporter une nouvelle perspective, une façon de penser différente. Nous rejoindras-tu » Je me suis figé, non pas de peur, mais d'étonnement. Il y a à peine quelques mois, j'étais un travailleur social vivant dans un appartement exigu de Brooklyn, rejeté par tout le monde. Maintenant, on m'invitait au cœur du pouvoir d'une famille prestigieuse. J'ai hoché la tête, la voix rauque. Je ferai de mon mieux, grand-père. S'intégrer dans le monde des de Vautier n'a pas été facile. Les dîners somptueux avec leurs costumes parfaitement taillés et leurs vins chers me faisaient me sentir comme un étranger. Au début, je balbutiais en français, comptant souvent sur ma mère ou mon cousin Antoine pour traduire. Les réunions de famille où les gens débattaient d'investissements de plusieurs millions de dollars ou de relations politiques me submergeaient parfois. Mais j'ai appris à écouter, à observer et à trouver ma place. Je n'ai pas essayé de devenir quelqu'un d'autre. Je suis resté Samson, avec ma chemise simple et mes chaussures usées, portant l'humilité et la résilience forgées par des années de difficultés en Amérique. Cette sincérité, j'ai réalisé, a commencé à me valoir le respect de la famille. Antoine, mon cousin toujours amical, m'a dit lors d'un dîner, « Tu n'es pas comme les autres ici, Samson. Tu ne te vantes pas, tu ne rivalises pas, mais quand tu parles, les gens écoutent. » Ces mots m'ont surpris, mais ont renforcé ma confiance. J'ai commencé à voir qu'ici, la valeur ne venait pas seulement de la richesse ou du pouvoir, mais de la sagesse et du caractère, des qualités que j'avais affinées pendant mes années difficiles en Amérique. Lors d'une réunion de famille, on m'a demandé de donner mon avis sur un investissement potentiel, un projet immobilier dans le sud de la France. J'ai feuilleté les documents, ayant l'impression d'être à un carrefour crucial. Je n'étais pas un expert financier comme Jacques ou Antoine, mais j'avais de l'expérience de vie, des connaissances de mes années d'études de droit et de travail avec les marginalisés à New York. Je me suis levé, la voix légèrement tremblante, mais claire. Ce projet a du potentiel, mais le marché immobilier dans cette région est instable, dis-je, offrant une analyse basée sur ce que j'avais vu en Amérique, où mon père avait échoué à cause d'entreprises risquées. Nous devrions être prudents en considérant les risques à long terme. La pièce est tombée dans le silence, tous les regards sur moi. Jacques a haussé un sourcil, mais cette fois, j'ai vu un subtil sourire sur ses lèvres. Après la réunion, il m'a pris à part, posant une main sur mon épaule. « Tu as de bons instincts, Samson », a-t-il dit. Continue comme ça. Ces brèves louanges m'ont réchauffé le cœur. Pour la première fois, je me suis senti vraiment apprécié, non pas pour mon nom ou ma richesse, mais pour ce que j'apportais. Au fil du temps, j'ai commencé à remporter de petits succès. J'ai proposé une stratégie pour diversifier le portefeuille d'investissement de la famille, contribuant à atténuer certains risques financiers. Chaque fois que je parlais, je voyais les yeux de ma mère s'illuminer comme si elle regardait le soleil qu'elle avait perdu depuis si longtemps briller maintenant. Antoine et d'autres cousins ont commencé à me demander conseil, non seulement sur les finances, mais aussi sur des questions quotidiennes.
J'ai réalisé que bien qu'ayant été un paria, je devenais une partie intégrante de cette famille. Paris, avec ses rues pavées et ses cafés pittoresques, est devenu ma maison. J'ai appris à aimer la douce lumière du soleil de la ville, les promenades de l'après-midi avec ma mère le long de la Seine, et les histoires qu'elle racontait de sa jeunesse et de celle de mon père. Bien qu'il y ait encore des moments où je me sentais déplacé, lorsque mon français vacillait, ou que je surprenais un regard méfiant d'un membre de la famille, je n'avais plus peur. J'avais trouvé ma place, non pas par la richesse ou le pouvoir, mais par l'amour de ma mère et la sagesse que j'avais forgée dans l'adversité. Un soir, alors que je me tenais sur le balcon du manoir, regardant le jardin éclairé par la lune, ma mère est sortie, drapant un manteau sur mes épaules. « À quoi penses-tu, Samson ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai souri en me tournant vers elle. « Je pense à tout le chemin que j'ai parcouru, » dis-je. « D'un petit appartement à Brooklyn à ici, avec toi, avec la famille. Je ne suis plus une ombre. » Elle a pris ma main, ses yeux brillants. « Tu n'as jamais été une ombre, Samson, » a-t-elle dit. « Tu as été ma lumière depuis le jour de ta naissance. » À ce moment-là, j'ai su que peu importe où mon voyage me mènerait, je ne serais plus jamais seul. J'avais trouvé ma maison, non seulement dans le manoir de Vautier, mais dans le cœur de ceux qui m'aimaient. Cette nuit-là, je me tenais sur le balcon du manoir de Vautier, regardant le jardin éclairé par la lune. La douce brise nocturne de Paris portait la faible odeur de lavande de quelque part, et j'ai laissé mon esprit dériver vers le long voyage que j'avais parcouru. Des jours solitaires dans le manoir des Chandler, où j'étais traité comme un invité non désiré, aux moments chaleureux avec ma mère et la famille de Vautier, j'ai réalisé que ma vie s'était transformée d'une manière que je n'avais jamais osé rêver. J'étais passé d'un fils méprisé et mis à l'écart à quelqu'un de chéri, d'aimé et reconnu comme faisant partie d'une famille puissante mais profondément humaine. Je me suis assis, sortant mon carnet usé de la poche de ma veste, celui où j'avais griffonné mes pensées pendant ces nuits solitaires à Brooklyn. En feuilletant ces pages, j'ai vu les lignes désordonnées de colère, de douleur et de questions sans réponse. Mais maintenant, en y repensant, j'ai compris que ces années n'avaient pas été perdues. C'étaient des épreuves qui m'avaient forgé, m'apprenant que la valeur d'une personne ne réside pas dans la richesse héritée ou les louanges, mais dans la résilience, le caractère et la détermination. J'avais autrefois laissé les railleries de Victoria, de Damien et de Chloé me blesser au cœur, croyant que leur mépris définissait ma valeur. Maintenant, je savais que leurs paroles n'avaient de pouvoir que si je leur permettais de m'abattre. L'histoire de ma mère et de mon père était une leçon douloureuse sur la tragédie de la division des classes et de l'orgueil. Mon père, un jeune homme pauvre plein d'ambition, aimait ma mère, fille de la puissante famille de Vautier. Mais le mépris de sa famille et les pressions de la société ont fracturé leur amour. Mon père m'a emmené non seulement pour échapper à sa propre douleur, mais pour prouver qu'il pouvait construire un empire à lui seul. Le coup de cet orgueil a été mon enfance volée et les années où ma mère a pleuré en silence, attendant un fils qu'elle ne savait pas s'il était vivant ou perdu. J'ai réalisé que les divisions de classe ne séparent pas seulement les gens, elles laissent des blessures qui ne guérissent jamais complètement. De mon voyage, j'ai tiré des leçons gravées au plus profond de mon cœur. Premièrement, j'ai appris que personne n'a le droit de définir ma valeur. Ni mon père, ni Victoria, ni personne. Ma valeur réside dans la façon dont je fais face à l'adversité et dans ma persévérance lorsque le monde me tourne le dos, dans la compassion que j'offre à ceux qui en ont besoin. Deuxièmement, j'ai compris que les liens du sang et la famille, bien que précieux, ne sont pas une raison d'accepter le mauvais traitement. J'avais autrefois aspiré à la reconnaissance de la famille Chandler, mais maintenant je savais que la vraie parenté est bâtie sur le respect et l'amour, pas sur l'imposition ou la manipulation. Enfin, j'ai réalisé que parfois, perdre est le chemin pour trouver sa vraie place. Le billet d'avion que mon père a laissé, qui semblait une insulte, s'est avéré être la clé d'une porte qui m'a conduit à ma mère, à la famille de Vautier, à moi-même. Je veux partager ce conseil avec quiconque se sent perdu, comme je l'étais autrefois. Ayez le courage de vous éloigner des relations toxiques, même si ce sont des membres de votre famille. J'avais autrefois peur de quitter le manoir des Chandler, craignant de ne jamais trouver ma place. Mais cette décision m'a conduit à Paris, à ma mère, à une nouvelle vie. Ayez confiance que votre résilience et votre intégrité vous guideront là où vous méritez d'être. Il y aura des jours où vous vous sentirez seul, comme si le monde était contre vous. Mais rappelez-vous que chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers la lumière. J'ai fermé le carnet, levant les yeux vers le ciel étoilé de Paris. Un sentiment de gratitude silencieux a grandi en moi. J'ai remercié silencieusement mon père, non pas pour les années où il m'a laissé dans la solitude,
mais pour ce billet d'avion. Ce qui semblait une insulte était devenu la porte d'entrée vers une nouvelle vie où je n'étais plus une ombre, mais un fils, un petit-fils, un homme avec un but et une valeur. J'ai regardé vers l'horizon où Paris s'étendait avec ses flèches anciennes et ses nouveaux rêves. Merci, père, ai-je murmuré, non pas avec ressentiment, mais avec paix. Ce billet d'avion, autrefois un poignard, était devenu le pont vers moi-même. Et maintenant, j'étais prêt à avancer, non pas comme un paria, mais comme quelqu'un qui avait trouvé sa propre lumière.